Bien, alors bonjour, bienvenue tout le monde au webinaire Prenez le contrôle de vos communications. Je vois que vous êtes nombreux à vous être inscrits. Je vous dirais sans surprise, parce que si le thème du webinaire vous intéresse, c'est parce que vous êtes reconnu dans la description à l'effet que vous avez le sentiment en tant que communicateur de toujours être à la course, d'éteindre des feux, d'avoir le sentiment que vous exécutez, vous réalisez beaucoup de commandes, mais vous n'avez pas assez de temps pour agir en tant que stratège, qui est aussi, je dirais même la fonction primordiale d'un communicateur. Alors, vous êtes reconnu là-dedans, sans surprise parce que, on le sait, dans l'industrie de la communication, on est toujours en état de sous-effectif. Je n'ai jamais vu ou en tout cas très, très rarement, un département de communication où on disait non, on a tout le personnel qu'il nous faut. C'est très, très rare. Alors, c'est une spirale hein, et on va essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est l'objectif, de vous montrer comment vous pouvez sortir de cette spirale par le moyen d'outils et de procédures et de trucs, si vous voulez, éprouvés. Alors, le séminaire, le webinaire que vous assistez aujourd'hui a été, c'est un peu, on pourrait dire, une espèce de spin-off du nanoprogramme Devenez un meilleur décideur en communication. C'est un webinaire qui s'étend sur à peu près 6 mois et qui vise à permettre à des communicateurs de prendre le temps de réviser les communications de leur organisation, d'impliquer leur haute direction dans ce travail qui consiste à repenser l'ensemble de leur communication et les mettre à niveau et atteindre des meilleures pratiques, voire même intégrer des pratiques émergentes. Donc, on a tiré de ce nanoprogramme-là le contenu qu'on va voir avec vous, toujours dans l'optique de vous offrir les moyens d'arriver à vous sortir de cette spirale et d'arriver à assumer plus pleinement, que c'est le cas actuellement peut-être, votre rôle de stratège. Alors, le webinaire va permettre aux 3 experts qui participent au webinaire de vous présenter les différents outils. Notre objectif, c'est de réserver du temps à la fin pour des périodes de questions. Donc, à la fin de l'exposé de chacun, on aura donc une période de questions. Si vous avez des questions à poser, il faut les poser en utilisant au bas de votre écran, là, sur Zoom, complètement en bas. Je dirais complètement en bas, pas complètement en bas à droite où c'est marqué quitter, ne pesez pas là-dessus tout de suite, mais juste avant, normalement, vous avez le petit icône Q et R, questions-réponses. Si vous avez des questions déjà ou en cours de route, si vous avez des questions à nous poser, vous cliquez sur Q&R et vous posez votre question. Puis à la fin, la modératrice pourra nous poser un florilège des questions qui auront été posées. Alors, sans plus tarder, je vous présente nos 3 experts qui, comme je vous dis, sont également là, les experts qui collaborent au nanoprogramme. Alors, nous avons d'abord Luc Saint-Hilaire. Luc est un stratège en communication. En près de 40 ans de carrière, il a servi des clients là, de toute envergure là, dans le secteur, autant dans le secteur institutionnel que commercial. Luc a contribué à créer de nombreuses marques et il est notamment un expert en matière de marques citoyennes, de marques engagées socialement. Luc est aussi chargé de cours à l'école de design de l'Université Laval où il enseigne comment on utilise l'image de marque en tant qu'outil de communication en soi. Et d'ailleurs, il est l'auteur de plusieurs manuels sur l'image publicitaire. Alors Luc, bonjour, merci de participer. Nous avons également avec nous Pierre Tremblay. Pierre compte plus de 40 ans d'expérience en communication. Il est designer, conseiller, stratège, mentor, chargé de cours aussi à l'Université Laval dans ce cas-là, depuis plus de 12 ans. Pierre est lui-même un entrepreneur. Il a occupé aussi plusieurs fonctions d'encadrement, que ce soit à titre d'associé, de directeur ou de formateur. Il a travaillé lui aussi autant de la micro-entreprise à la grande organisation, autant dans les secteurs publics et privés, et dans le domaine des services. Et puis, au sein de l'école de design de l'Université Laval, il a développé plusieurs cours, dans les cours de pratique professionnelle, des cours sur la stratégie de marque, stratégie de branding. Bref, sa passion consiste à mettre son talent au service des marques
et puis des communicateurs. Puis enfin, moi, Christian Desilets, je suis professeur au département d'information et de communication de l'Université Laval. J'enseigne la publicité sociale. J'ai été auparavant professionnel de nombreuses années et notamment vice-président, directeur général de l'agence Cossette à Québec, là, le siège social de Cossette. Et en enseignement, bien, je m'intéresse, et en recherche aussi, je m'intéresse notamment à l'évolution des pratiques des communications en contexte numérique. Alors voilà pour, et puis tous les trois, je vous dirais même qu'en fait, Luc et Pierre ont eu l'idée du nanoprogramme et ils m'ont demandé ensuite de collaborer avec eux à ce nanoprogramme. Donc on est les trois mousquetaires du nanoprogramme et du webinaire aujourd'hui. Alors voilà pour l'introduction. Ce que je vous propose, c'est de sauter tout de suite dans le bain du sujet et de regarder tout de suite un premier outil qui peut vous permettre de reprendre le contrôle de votre organisation. Alors, je vais partager mon écran. Non. Bien, alors, le premier outil, en fait, il s'agit de faire un audit de vos points de contact, des points de contact de votre organisation. Un point de contact, qu'est-ce que c'est? Là, je vous le rappelle, un point de contact, ce sont, en fond, tous les endroits, les lieux ou les médias qui permettent à vos cibles d'entrer en contact avec votre organisation. Alors, si c'est peut-être pour les besoins de la cause, je m'excuse de te couper la parole, Christian. Oui, tu pourrais peut-être te mettre en mode de plein écran là, dans ton PDF, là, parce qu'on voit ton desktop et juste en bas à la droite là, de la zone noire, tu peux cliquer sur les... Et ça va être plus facile. Voilà, c'est très bon. C'est bon ça, tu as raison, oui. Merci. Pierre travaille en design. Pas moi, ça paraît. Alors, les points de contact sont nombreux. Si vous faites une cartographie, déjà faire une cartographie de vos points de contact, c'est une manière de vous permettre là, de voir vraiment tout ce que vous avez à contrôler en tant que communicateur. Alors, bien sûr, un site web, vos publicités sont des points de contact, vos bureaux, l'accueil téléphonique, si vous avez un restaurant, tout le design de votre restaurant, les menus sont des points de contact. Les affiches à l'extérieur sont des points de contact. Vos employés sont des points de contact également. Donc, on désigne donc par point de contact, c'est ce qu'on appelle ça comme ça, tout ce qui permet un contact entre vous et vos cibles. Donc, c'est extrêmement varié et tout ça, ça communique, bien sûr. Alors, c'est ce qu'on appelle par le point de contact. Alors, je vous montre comment fonctionne maintenant cet outil que vous pouvez utiliser. Peut-être, si vous permettez, voilà, peut-être, voilà, faire ça comme ça. Alors, la méthodologie des points de contact là, que je vous présente, c'est une manière de vérifier jusqu'à quel point vous êtes en mesure dans votre organisation de développer une relation de qualité avec vos cibles. Et donc, c'est un processus d'analyse qui, au fond, finalement, assez simple. Vous utilisez cette grille, puis il s'agit de remplir les cases, essentiellement, de haut en bas, en partant de la gauche, en allant vers la droite, colonne par colonne. Maintenant, vous voyez que c'est divisé en plusieurs dimensions. Vous avez les trois dimensions qui sont, trois paramètres, vous voulez, qui sont interdépendants. Alors, il s'agit pour vous de d'identifier, prendre le temps d'identifier les objectifs organisationnels, les besoins de vos cibles. Alors, les objectifs organisationnels, c'est vraiment, vous mettez votre lunette à l'interne. Nous, comme organisation, quels sont nos objectifs. Après ça, vous enlevez vos lunettes et vous mettez les lunettes de vos cibles. Et là, vous regardez ça du point de vue de vos cibles. Vos cibles, elles, quels sont leurs besoins? C'est donc la deuxième dimension. Troisième dimension, là, vous examinez vos paramètres communicationnels. Et puis tout ça vous permet après ça d'établir les résultats. Alors, si on le regarde, on va dire sommairement, vous compreniez comment ça fonctionne, dans les objectifs organisationnels, la première chose à faire, c'est d'identifier quelles sont vos cibles prioritaires. Vous seriez surpris de voir à quel point les organisations et les communicateurs sont nombreux lorsqu'ils se livrent à cet exercice à réaliser qu'ils n'ont jamais fait de priorisation dans leurs cibles.
Alors déjà, c'est un exercice intéressant, une façon de réaliser des choses extrêmement importantes. Et puis, vous seriez également surpris de voir, en faisant cet exercice-là, le nombre d'organisations qui réalisent que ils n'ont pas identifié les bonnes cibles prioritaires. Okay? Alors, par exemple, je vous donne un exemple entre mille. Si vous travaillez au gouvernement, pour un ministère ou un organisme, il se peut que votre ministre soit une cible prioritaire. Et quand on ne réalise pas, par exemple, que notre organisme a comme principal client le ministre, bien sûr, on ne peut pas développer une communication optimale, impossible. Donc, identifiez vos cibles, essayez d'identifier vos 3 cibles prioritaires. Déjà, vous allez, je vous le dis, la plupart des organisations réalisent qu'ils n'ont jamais fait cet exercice-là. Ça change tout. Le deuxième consiste à identifier les objectifs marketing. Encore une fois, c'est très, très fréquent chez les communicateurs de réaliser qu'ils ne connaissent pas les objectifs marketing de leur organisation, donc ils ne comprennent pas en quoi leurs communications sont liées à des objectifs marketing. Donc, si vous ne connaissez pas le plan stratégique de votre organisation, si votre organisation a une direction du marketing et une direction des communications et que vous n'avez jamais vu le plan marketing, il y a un problème parce que la communication est au service de la réalisation d'une partie des objectifs marketing. Donc, quels sont les objectifs marketing? Puis essayez de faire un lien entre la cible et l'objectif marketing. D'accord? Troisième, après ça, on rentre dans le besoin de vos cibles. Là, il s'agit d'identifier du côté de vos cibles la plupart du temps, on va dire des besoins. Quels sont les besoins de la cible? Sauf que le besoin, c'est un concept qui est encore un peu faible. On peut avoir beaucoup de besoins dans la vie, mais s'il s'agit de les hiérarchiser, on va parler de douleur pour identifier le besoin qui est le plus criant, celui qui fait mal, celui que votre client voudrait régler en priorité. C'est pour ça qu'on fait la distinction entre besoin et douleur. Un besoin n'est pas nécessairement criant. Une douleur, ça appelle une résolution le plus vite possible. Alors, essayez de penser du côté de votre client par rapport à ce que vous pouvez offrir comme solution. Quelle est la douleur du client? Il s'agit après ça de voir si vous avez réussi à transposer ça en objectif de communication. Très souvent, vous allez voir dans les organisations, probablement peut-être aussi dans la vôtre, la plupart du temps, on va réaliser quand on fait cet exercice-là que les objectifs de communication qu'on a ne sont pas en lien nécessairement ni avec un besoin ou une douleur réelle du client, donc on passe à côté de l'essentiel pour le client, ou n'est pas en lien avec un objectif marketing, ou alors ce n'est pas clair quel est l'objectif marketing qu'on sert, ou encore ne répond pas bien, ne vise pas spécifiquement une cible. Ensuite, on examine les paramètres communicationnels. Alors, il s'agit de voir quels sont les points de contact d'abord primordiaux pour chaque cible. Okay? Alors, toutes les cibles n'utilisent pas les mêmes points de contact. Alors, si vous avez identifié vos 3 cibles prioritaires, il s'agit de faire un scan, d'une certaine manière, de vos communications pour vous dire quels sont les points de contact principaux pour ces cibles-là et après ça, les examiner, savoir d'abord, est-ce qu'on a les points de contact nécessaires? Est-ce qu'on réalise lesquels sont les plus importants? Puis après ça, voir si on a des indicateurs de performance. C'est toute la différence entre le communicateur qui va prendre des décisions basées sur son instinct et le communicateur qui va fonder ses décisions sur des données probantes. Alors, la question que vous devez vous poser quand vous identifiez un point de contact et vous dites ça, c'est un point de contact prioritaire pour cette cible-là, est-ce que j'ai le moyen d'évaluer la performance de ce point de contact-là? Encore une fois, vous allez voir, la plupart des communicateurs n'ont pas fait ce travail-là. Ensuite de ça, il s'agit de faire voir si on a un indicateur, est-ce qu'on a mis en place des méthodes de collecte de données? Très souvent, on ne l'a pas fait. Donc, lesquelles? Sinon, il faut les identifier. Puis après ça, on passe à l'analyse de la performance du point de contact en tant que tel. Alors, est-ce que mon point de contact numéro 1 est vraiment performant ou sous-performant? Et puis après ça, on passe à l'analyse de la performance globale de notre organisation, tout bien considéré, reconsidérant l'ensemble du portrait qu'on a fait là. Est-ce qu'on est relativement performant ou on est plutôt à risque? Donc, vous avez la possibilité d'identifier vos zones d'excellence, évaluer votre niveau de maturité des communications par rapport, si vous voulez, aux meilleures pratiques, voir également si vous avez intégré les pratiques émergentes, et puis être en mesure, après ça, de faire des recommandations. C'est là que le stratège en vous va se révéler. Est-ce que vous êtes capable de faire des bonnes recommandations? Alors, voilà pour l'exercice des points de contact. Tout ça, là, si vous faites ça, vous allez voir, je vous garantis, vous allez trouver des faiblesses importantes dans votre organisation. Ça va vous permettre de jouer votre rôle de stratège.
Voilà pour l'audit des communications. Je pense qu'il serait déjà temps de passer à Peut-être quelques mots, Oui, peut-être vas-y. quelques mots avant de passer la parole à mon ami Luc. Oui. La plupart de tous les gens qui ont fait cet exercice-là ont trouvé ça extrêmement intéressant et ils ont appris beaucoup de choses d'eux-mêmes. C'est que, comme le disait bien Christian, le problème en communication, c'est que plutôt que de passer son temps à réagir, c'est plus fun d'agir. Alors, donc, en faisant cet exercice-là, c'est très bénéfique pour les organisations. Je te passe la parole, Luc, c'est à toi maintenant. D'accord. Et ben moi, sur les points de contact, il y a quelque chose que j'aime bien, puis il y a un exercice, toi, Pierre, que tu fais que j'aime toujours voir, c'est quand tu visualises comment le client se promène. Alors ça, c'est un autre outil qui est très intéressant parce que de se poser la question, OK, j'ai quelqu'un avec qui je veux communiquer, que je veux amener dans mon point, par exemple, de vente ou quoi que ce soit, et ensuite, je veux faire un suivi de le visualiser dans un parcours, puis à chaque étape, oui, mais qu'est-ce que cette personne-là voit? Comment est-ce que je peux lui parler? Ce sont aussi des outils qui sont intéressants. On en parle beaucoup dans le nanoprogramme des points de contact, mais cette réflexion-là, effectivement, est extrêmement pertinente pour tout le monde. Moi, évidemment, le petit point particulier dont je veux vous parler, ce sont les piliers de la marque. Alors, encore là, comme son nom l'indique, les piliers, c'est les fondements. Alors, quand on fait la réflexion véritablement sur les piliers de notre marque, qu'on veut vraiment là, les définir de façon très précise, là, ben, ça devient facile de donner une orientation stratégique à la marque et de bâtir une personnalité qui va être surtout une personnalité qui est forte, mais différenciée de la concurrence. Et ce qui est intéressant dans l'exercice des piliers de la marque, lorsqu'il est fait véritablement avec toute la bonne technique, la bonne façon de se questionner, on se rend compte que ça nous aide à tous les points de vue dans l'organisation. Les piliers de la marque vont nous aider en communication, vont nous aider à prendre une foule de décisions à tout point de vue. Et comme je dis, quand on fait l'exercice de la bonne façon, ben, on va au-delà de ce qu'on voit trop souvent. Malheureusement, on voit des entreprises qui disent « Ah, on a fait un lac à l'épaule, on a parlé énormément de notre mission, puis on a réussi tout le groupe ensemble à définir notre mission qui est d'offrir un service personnalisé et attentif à l'ensemble de notre clientèle. » Non, ça, c'est pas une mission. Je vais prendre cette phrase-là, puis je peux la mettre sur à peu près toutes les entreprises qui existent. C'est pas différencié. Alors, les piliers, véritablement, il faut se questionner sur notre raison d'être. Parce que notre organisation existe pour. Toute organisation est créée pour arriver à quelque chose. Et parce qu'on a décidé ça, on a pris une foule de décisions qui concernent quel genre de locaux je vais utiliser, quel genre de personnes je vais engager, quel genre de lien je vais faire avec des fournisseurs, etc., etc. Alors, tout ça, toutes ces décisions-là sont pour réussir à remplir ce pourquoi on existe. Et c'est la même chose, la communication doit être là pour contribuer. Elle ne doit pas vivre à part, elle ne doit pas être en silo, elle doit contribuer à réaliser la mission d'être de l'organisation. Si on les regarde un peu de la façon suivante. Alors, évidemment, la raison d'être, c'est super important. C'est d'abord et avant tout, il faut être capable de bien préciser pourquoi on existe. Puis pour vous dire à quel point ça devient un guide, pas juste en communication, mais un peu partout. J'avais un client à un moment donné, un manufacturier qui a fait beaucoup avec le temps d'acquisition de différentes usines, etc., etc. Alors, c'est un manufacturier qui est sur la scène internationale. Et là, à un moment donné, il se retrouvait devant l'ensemble de toutes ces marques. Là, il se posait des questions. Comment je gère toutes ces marques-là? Puis, entre autres, il y en avait, qu'est-ce que je fais avec? Bon, en faisant l'exercice des piliers de la marque, qu'on le faisait pour des besoins de communication, mais en même temps, là, OK, j'existe véritablement pour cette raison-là. Là, je regarde l'ensemble, ça devenait tellement clair, puis entre autres, il y avait une filiale
ils ont décidé, ben oui, mais cette filiale-là, quand on regarde ce pourquoi on existe, elle ne cadre pas. Alors, le holding financier va continuer à être propriétaire de cette filiale-là, mais on va arrêter d'essayer de l'intégrer dans l'ensemble des marques. Puis on a réussi à faire un ménage dans l'architecture de marque et à rendre tout cohérent parce que l'exercice des piliers avait été bien fait et que la raison d'être avait été bien définie. Évidemment, quand on sait pourquoi on existe, on va aussi regarder qu'est-ce qu'on a comme ambition. Alors là, comme ambition, bien, idéalement, je vais être pleinement satisfait lorsque j'aurai réussi à atteindre quoi. Mais là, l'ambition, bien, il faut véritablement être capable à la fois de se projeter, puis jusqu'à un certain point, on la réalise jamais complètement, mais quand elle est bien définie, on prend beaucoup de décisions. À un moment donné, entre autres, on avait un client qui fabrique des lames de patins, c'est les meilleurs au monde. Au Québec, on fait plein de choses, meilleurs au monde, c'est pas toujours su. Alors, à un moment donné, il disait, oui, mais moi, je veux, là, comme ambition, là, je veux véritablement être capable de m'imposer comme le meilleur sur la planète. Mais là, oui, en communication, ça donne des indications, mais en même temps, il s'est dit, ouais, ben là, pour être capable de réaliser mon ambition, là, j'hésitais à savoir si j'ai investi dans mon recherche et développement à engager telle et telle personne. Ouais, mais c'est ça que je veux faire dans la vie, crime. Oui, au lieu de mettre des sous à tel autre endroit qui ne m'aide pas à réaliser mon ambition, je vais mettre des sous pour aller engager telle ressource cette ressource-là va m'aider à atteindre mon ambition. Encore une fois, l'ambition, ça permet là, de véritablement être capable de dire, je vais organiser les choses au fur et à mesure pour me réaliser. Les valeurs, c'est quelque chose qui est extrêmement intangible, mais ça devient extrêmement concret. Parce que souvent, et trop souvent, malheureusement, on arrive dans des entreprises, on regarde ça, puis ils ont déjà, nos valeurs sont telle chose, et ce sont des vœux pieux. La plupart très souvent, trop souvent, ce sont des vœux pieux. Ce qui est important, c'est d'aller chercher véritablement les véritables valeurs qui animent l'entreprise et qui sont importantes. Et ça joue un rôle extraordinaire parce que lorsqu'elles sont bien exprimées à l'interne, ça aide à souder les gens, mais à l'externe aussi, ça joue un rôle qui est particulièrement intéressant, c'est que lorsque les valeurs sont bien affirmées, on va aider les gens qui partagent les mêmes valeurs à dire oui, OK, c'est cette entreprise-là, ça me donne le goût d'être engagé, de me joindre à l'entreprise, d'être partenaire de cette entreprise-là ou de profiter des services de cette entreprise-là parce que on partage des valeurs qui sont communes. Puis en même temps, ça fait un peu de barrière à l'entrée pour les gens qu'on ne voudrait pas nécessairement avoir. Parce que si une entreprise, c'est très clair qu'il y a une certaine valeur qui est majeure, puis qu'on travaille beaucoup sur cette valeur-là, puis ça guide tout ce que l'on fait au quotidien, et que cette valeur-là est quelque chose, moi, ça ne m'intéresse absolument pas, bien, naturellement, je ne suis pas porté à vouloir aller là. Puis, entre autres, en termes de marque employeur, c'est intéressant que les vraies valeurs d'une entreprise soient bien définies parce que ça va aider à attirer les bonnes personnes, mais aussi à faire un peu comme une barrière à l'entrée pour les gens qu'on ne voudrait pas avoir. Alors, raison d'être, ambition, ce pourquoi j'existe, qu'est-ce que je veux atteindre et la façon dont je le fais au quotidien, tout ça, bien, ça nous amène à un positionnement. Ça nous amène à être capable de formuler véritablement ce que l'on est et comment on se distingue. Et là, encore une fois, ça devient, pour tout type d'organisation, ça devient très intéressant. Entre autres, je travaillais sur un dossier pour une ville nordique qui a un besoin de communiquer ils ont un problème dans le Nord avec les fly-in, fly-out, des gens qui embarquent dans l'avion, qui vont travailler, qui ne vivent pas là-bas, puis quand leurs 2 semaines, 3 semaines, 1 mois est terminé, ils reprennent l'avion, ils redescendent dans le sud. Alors là, il fallait repositionner cette région-là.
on a véritablement travaillé avec les piliers de la marque et ce qui est ressorti de façon naturelle, forte, authentique, que l'on peut affirmer, bien évidemment, c'était qu'on est un endroit qui est proche de l'essentiel. Alors là, c'est intéressant de voir à ce moment-là, on l'a identifié, c'est authentique, on peut se positionner là-dessus parce que c'est vrai. Ça découle véritablement de la démarche des piliers et on l'affirme, ça fonctionne très bien. Mais évidemment, quand on a un positionnement, là, on peut arriver à la promesse de marque. Là, la promesse de marque, bien évidemment, quand on a bien compris toute la mécanique, quand on va parler, on va avoir un discours qui va être cohérent, qui va être pertinent. Je regarde quand on faisait sur le BAP, bien, à un moment donné, le BAP est mal connu, les gens ne savent pas trop qu'est-ce qu'ils font, il est perçu comme les empêcheurs de tourner en rond, etc., etc. Bien, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? C'était du côté du BAP d'être capable de vraiment faire tout l'exercice des piliers et d'en arriver à une promesse qui est véritablement authentique, claire, l'heure juste pour valider la valeur économique, écologique et sociale d'un projet qui me concerne. Alors là, en tant que citoyen, OK, là, la promesse que l'organisme me fait, il va me donner l'heure juste, donc je vais avoir toute l'information, pas juste sur l'environnement, sur la valeur économique, écologique et sociale d'un projet. Puis c'est quand c'est un projet qui me concerne. Fait que si c'est un projet local, il y a un BAP local. Si c'est un projet national, il y a un BAP national, etc. Et à partir de cette promesse de marque, on est capable de bâtir un coffre à outils qui est cohérent, qui est constant, qui renforce toujours la marque. Coffre à outils de communication. Donc, si je donne l'heure juste pour valider la valeur économique, écologique, sociale d'un projet, ben à ce moment-là, ça me donne des possibilités. Oups, j'ai changé la mauvaise diapo. On peut faire... Je m'excuse, Luc, je vais juste t'interrompre pour te dire à quel point c'est intéressant. Pour ceux qui n'étaient pas là, c'est le cue qu'on se donne pour signaler que c'est le temps de faire le wrap-up parce qu'il faut passer au point suivant. Là. Ben, oui, ça va falloir que je parle. Oui, ben, regarde, 2 secondes, regarde l'expression de la marque pour justement qu'il y ait un psycho proche de l'essentiel ou pour un manufacturier, évidemment, comme je parlais tantôt. Alors qu'on retrouve, on a un discours qui est cohérent en français, dans toute autre langue, en marque employeur et tout fonctionne bien. Alors, ben c'est sûr que moi, regarde, je m'emballe beaucoup quand je parle des piliers de la marque. J'aimerais faire un commentaire rapidement sur ce que tu as présenté, Luc. Faire l'exercice des piliers de la marque, c'est un moyen que vous avez pour intéresser votre haute direction aux communications et réaliser avec vous là, que vous avez une fonction stratégique au sein de l'organisation. Et pourquoi je dis ça, c'est que c'est probablement l'exercice qui intéressera le plus votre haute direction parce qu'elle parle de l'identité de votre organisation. Faire l'exercice des piliers de la marque, réfléchir sur son image, ses valeurs, la promesse de la marque, vous ne pouvez pas faire ça seul. Okay? Ce n'est pas vous qui allez le déterminer. Vous devez travailler avec votre haute direction et je peux vous le dire d'expérience, ils vont adorer, ils vont littéralement adorer faire ce travail avec vous. Puis ça va vous permettre également de leur montrer à quel point la communication a une fonction stratégique et que c'est vous qui la portez dans l'organisation. Et c'est ça qui va faire en sorte de faire la différence entre dépenser en communication et investir dans son image. C'est un exercice qui est difficile. Oui. Il n'y a pas de problème, vas-y. Excuse, oui. Mais ce qui est intéressant aussi, comme disait Christian, tout le monde embarque dans l'organisation. Et quand on a fait ensemble, toute l'organisation, le travail qui permet de faire les piliers de la marque, on arrive en tant que communicateur, on arrive avec des concepts, on arrive avec des propositions et tout le monde adhère facilement aux propositions parce que les propositions, la base de tout ça vient de leur participation aussi à l'exercice. Et encore une fois, c'est un exercice que la plupart des organisations n'ont pas fait. Cordonnier mal chaussé, là. Comme communicateur, on le recommande à nos clients, mais dans notre propre organisation, souvent, on ne l'a pas fait, cet exercice-là. Puis il est indispensable, littéralement indispensable. Alors, si on veut reprendre le contrôle de ces communications, c'est la meilleure chose à faire. Et moi, j'enchaîne sur quelque chose que je voulais discuter avec vous autres, qu'on appelle les écosystèmes.
Alors, qu'est-ce que c'est un écosystème d'affaires ou un organisationnel? C'est d'essayer de voir les interrelations entre les actions, les partenaires, les collaborateurs et puis toutes les activités complémentaires. L'idée de faire un écosystème comme ça nous a permis, dans l'exemple que je vais vous montrer, et là, ne paniquez pas quand vous allez voir l'exemple, vous allez comprendre très rapidement comment ça fonctionne. Alors, je vous le présente ici. Vous allez vous apercevoir, laissez-moi un bout de temps, je vais prendre ma souris, voilà. Alors, ça peut sembler complexe, mais c'est extrêmement simple. La problématique qu'on avait avec ce client-là, c'est qu'il y avait sa marque qui était au centre, on avait les valeurs qui étaient là, et lui, il était en charge de la direction de toute cette organisation-là. Le problème qu'avait cette personne-là et elle se disait comment je vais faire pour m'en sortir, ça a été qu'on revoie son écosystème de travail au complet. Alors, comment on a procédé? On a fait une réunion ensemble et là, on a discuté, on a essayé d'imager ce qu'on pouvait faire dans un document de 15-20 pages, on l'a résumé en une seule page. Alors, on a dit, ben, écoute, le directeur, pour le libérer de ses tâches, vous verrez ici dans le bleu qui est un petit peu plus foncé, ce sont les choses qui se passent à l'interne. C'est-à-dire que les cercles rouges que vous voyez ici, ce sont le personnel permanent qui est à l'organisation. Alors, lui pouvait déléguer à, exemple, aux ventes, aux communications, à la programmation, à la direction technique. Il pouvait confier des tâches qui sont généralement réalisées par des contractuels, ce que vous voyez en bleu un peu plus clair. Alors, on voyait qu'en libérant déjà le directeur de s'occuper de toutes ces tâches-là et en leur confiant à des personnes qui étaient subalternes, lui pouvait répondre beaucoup plus facilement au conseil d'administration de ses actions. Et en même temps, surtout, on voulait donner la chance à notre directeur de pouvoir travailler avec ses collaborateurs, alors d'aller signer des ententes avec des collaborateurs, de signer des ententes avec ses partenaires et à chaque fois aussi de libérer pour pouvoir travailler avec des festivals qui étaient en Europe, de travailler avec des regroupements de réseaux de spectacles en plus de ça. Et ça lui permet aussi de travailler sur un produit qui était très porteur pour l'organisation, qu'on appelait des activités complémentaires qui sont ici, dont je n'ai pas besoin de vous faire le détail, mais on voit que dans une seule page, on est capable de comprendre facilement. Lui a été capable d'expliquer avec ce graphique-là au conseil d'administration comment ces tâches devaient évoluer et il a été capable, après ça, d'expliquer autant à ses employés internes qu'à tous les contractuels comment fonctionnait l'organisation. Le problème en communication, on a beaucoup de difficultés à créer des langages communs. Et un graphique comme ça, dans un écosystème qui peut servir à toutes sortes de choses, on peut le monter, on peut y aller en fonctionnant, c'est-à-dire comme si on séparait comme une horloge, on peut très bien créer tout un ensemble dans un centre chronologique d'informations. Alors ça, c'est ce qu'on fait avec un écosystème. Mais également aussi, on va travailler avec ce qu'on appelle un parcours client. Pourquoi on travaille avec un parcours client? Parce que ça nous permet de revisiter, de définir ou de revisiter des actions au sein d'une organisation. L'exemple que je vous ai concocté qui est ici était simple. Ça permet de former aussi une vision commune auprès des organisations. On utilise le parcours client pour préciser les actions, identifier les outils de communication pertinents. Le parcours permet également de créer une chronologie de déploiement. Et là, je vous amène vers laissez-moi, je reviens en arrière, je ne suis pas sur le bon. Alors voilà ici. On avait ici un parcours client qu'on a fait pour une activité de recrutement qu'une commission scolaire devait faire. Alors, au départ, ça peut sembler complexe, je vais l'avoir, c'est très rapidement. On a toujours le parcours client, la stratégie de recrutement actuelle. Alors, on voit en passant du point 1 au point 12, le avant que la personne soit, qu'on reçoive des CV, pendant qu'on reçoit des CV, qu'on l'engage, et après, comment on devrait encadrer cette période-là. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de lacunes. Alors, on a d'abord établi ce qu'ils avaient et par la suite, on l'a bonifié avec l'équipe qui était en place. Alors, on revoit exactement les mêmes étapes, le avant, le pendant et le après. Alors, et là, on a été capable de saucissonner chacune des actions et de les décrire en dessous et de mettre les outils de communication qu'on avait en lien. On s'est aperçu qu'il y avait un problème quand on affichait un poste
peut-être qu'on ne communiquait pas assez via les réseaux sociaux ce poste qui était disponible. Il faut comprendre que dans cette problématique-là, c'était une commission scolaire qui était en région. Alors, on voyait aussi qu'une fois qu'on avait sélectionné du personnel, là, j'y vais au hasard, on faisait l'embauche, on oubliait des étapes qui étaient très importantes. Cette personne-là, qui était extérieure, qui s'en venait en région, avait besoin d'être encadrée pour pouvoir devenir une meilleure personne, un meilleur enseignant. Ce qui nous a donné l'idée, dans l'étape d'après, de créer ce qu'on appelle du mentorat à l'interne, alors devenir des intrapreneurs pour aider ce nouvel enseignant-là à être mieux intégré. On l'a aidé à déménager, on l'a aidé à leurs enfants à être capables de pouvoir joindre la communauté. Et ça, il y a eu un suivi qui a été beaucoup plus suivi au niveau des ressources humaines. Et c'est le défi au cours des prochaines années au niveau des ressources humaines, c'est d'être capable de créer une rétention. On le sait maintenant, le salaire, c'est une dimension, mais on a besoin de beaucoup d'autres choses. Alors, ça vous donne un peu... on a utilisé tous ces outils-là avec les apprenants de la dernière session et ça a été très bénéfique pour eux autres d'être capables de mettre dans une chronologie de temps et sur une ligne de temps toutes les étapes qu'ils ont à faire et de bien choisir les outils de communication parce qu'on sait aujourd'hui, on peut avoir 1 million, puis 6 mois, c'est extraordinaire pour implanter une marque ou revoir un processus de communication. Mais on sait que la réalité, c'est pas ça. Donc, c'est important, et c'est ce qu'on a vu avec Christian tout à l'heure, d'abord de définir ses cibles, ce qui est extrêmement important. Après ça, de réviser sa marque avec Luc, c'est-à-dire de revoir ses piliers pour recentrer vraiment ce qu'on a besoin de voir. Et après ça, d'être capable de mettre ça dans une structure qui permet à nos apprenants ou les gens qui sont là de comprendre qu'est-ce qu'ils doivent faire? Et ils peuvent le présenter à leurs équipes de communication après ça. Ça devient du matériel qui est très visuel. Et l'objectif de tout ça, c'est de former un langage commun et de communiquer la même chose. Alors, le problème en communication, ce que souvent, c'est que chacun il y va de sa sauce tomate et de son idée, tandis que quand c'est couché sur papier et que ça devient très visuel, on est capable, après ça, de pouvoir exprimer beaucoup plus facilement et de travailler avec cohérence. Alors, plutôt que de venir être en mode réactif, on agit, on prend le contrôle de nos communications et on est capable, après ça, d'être beaucoup plus performant dans notre travail. Voilà. Alors, je quitte ça, je repasse la parole à mon collègue Christian. Il y a 2 commentaires. D'abord, le premier sur le parcours client, c'est un outil extraordinaire parce qu'en communication, notre défaut, c'est qu'on va travailler, par exemple, sur des outils ou des points de contact, puis on va avoir tendance à l'examiner en tant que tel. On se fait un site web, donc qu'est-ce qu'on met dans un site web? Bon, ou si on fait un événement, on organise l'événement per se. Là, on fait l'événement. Parcours client, ça vous oblige à réaliser que parfois, vous avez les mêmes points de contact qui servent à différentes clientèles puis à différents moments de la relation. Donc, ça vous oblige à penser votre communication puis vos outils en termes de relation avec votre clientèle. Voilà, on s'adresse à des gens qui ne nous connaissent pas, qui nous connaissent, qui sont en train de vivre l'expérience, puis après ça, ceux qui ont vécu l'expérience qu'on voudrait ramener dans la boucle. Ça, je trouve ça vraiment intéressant et utile. En fait, ça fait partie maintenant des meilleures pratiques en communication. L'autre commentaire que je voulais faire sur l'écosystème que tu présentais, là, à quel point ça a été bénéfique à des communicateurs de faire cet exercice-là, parce que visualiser la place des communications dans votre organisation. La plupart du temps, exact. La plupart du temps, qu'est-ce que les communicateurs avec lesquels on a travaillé nous ont dit, c'est qu'ils réalisent premièrement qu'en faisant ça, ils sont au service d'à peu près tout le monde dans l'organisation. Premier constat. Donc, ils sont débordés. Deuxième constat, ils sont habituellement là, un des principaux points de contact, points d'entrée de la clientèle vers l'organisation. Je veux dire, c'est une fonction majeure. Le point de contact de l'organisation, ce n'est pas tellement les ressources matérielles ni la facturation. Ce n'est pas nécessairement le meilleur non plus. Les communications contrôlent la porte d'entrée des gens vers l'organisation. Donc, c'est une fonction stratégique extraordinaire, très importante. Troisième constat, malgré tout ça, ils ne sont pas assis à la table de direction. Ils ne sont pas sont pas parmi les principaux directeurs là, de la table où les décisions se prennent. Puis en faisant cet exercice-là, ça aussi, ça permet des communicateurs de faire réaliser à leur haute direction
que les communications, c'est pas simplement une technique, c'est une fonction stratégique et elle doit être partie prenante aux décisions stratégiques de l'organisation. Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut pas que il faut que les organisations comprennent que les gens de communication, ce ne sont pas des exécutants, mais que ce sont des gens stratégiques parce que c'est ça qui permet, et Luc pourra en parler, de fidéliser la clientèle. Donc, quand on parle de fidélisation de marque, alors en procédant de cette façon-là, on risque de faire des organisations qui sont beaucoup plus performantes et transformer encore une fois ce que les gens voient comme une dépense en un investissement, je veux dire, dans l'image, dans la communication, dans la cohérence et tout. Alors, c'est un grand exercice à faire. Luc, un commentaire? Pierre, et toi, avez tout dit. Ben voilà. Alors, si c'est ça, ça va nous permettre d'avancer avec le dernier point qu'on voulait voir avec vous. Alors, une fois que, si vous avez fait la totalité ou une partie de ces exercices-là, la difficulté après ça, c'est de les réaliser. Okay? C'est beau de faire des constats. Et puis, même si vous partagez vos constats avec la haute direction, la plupart du temps, ce qu'on observe, c'est que ça reste lettre morte. Alors, vous aurez fait tout ça, il ne se passera rien. Vous avez sûrement déjà vécu cette situation. Pourquoi il ne se passe rien? Parce que vous n'avez pas transposé vos constats en plan d'action. Et la haute direction va réagir à un plan d'action et pas tellement à des constats qu'ils vont interpréter comme des plaintes. D'accord? Alors, si vous avez en plus fait ce travail, que ce soit la totalité de ce qu'on vous a présenté, parce que c'est quand même un bon travail, ça c'est ce qu'on fait à l'intérieur du nanoprogramme, mais même si vous aviez fait juste une partie, là, utiliser un seul des outils, c'est bon de le présenter après ça, de le formaliser en plan d'action. Alors, ce plan d'action, c'est un outil visuel là, qui permet essentiellement sur une seule page là, de voir ce qui doit être fait. Alors, ce qu'on va vous présenter, là, c'est un plan d'action basé sur une approche de parcours client. Alors, il s'agit de voir, finalement, c'est une façon de saucissonner, je vais reprendre le terme de Pierre, là, saucissonner son plan d'action en 3 dimensions. Quel devrait être votre plan d'action en ce qui concerne les communications auprès de vos différents clients dans la phase avant la relation, au moment où le client ou le prospect peut prendre connaissance de votre existence ou n'a pas encore acheté aucun de vos services. Alors, il s'agit de faire, donc, comme je vous le dis, un plan d'action, identifier quels sont, par exemple, les points de contact qui doivent être révisés, en quoi ils doivent être révisés, être capable aussi de chiffrer l'investissement qui est nécessaire, parce que ça fait partie des préoccupations de votre haute direction. Ça coûte combien, ce que tu me proposes là? La phrase qu'on va entendre le plus souvent. Et puis, être capable de le mettre, le diviser dans le temps. Alors, vous faites ça pour les opérations là, de la transformation que vous avez besoin de faire de vos communications selon les 3 dimensions. Est-ce qu'on parle ici de travailler sur le avant, le pendant ou le après la relation? Et quels sont les points de contact à travailler? Et je vous recommande de faire une hiérarchisation en fonction de ce qu'on appelle les petits pas en marketing là, et en psychologie sociale. C'est identifier ce que vous pouvez faire le plus vite possible, le plus rapidement possible, à moindre coût, et qui vont donner des résultats tout de suite. Alors, si vous êtes capable de faire la démonstration que vos recommandations, vous êtes en mesure de les mettre en œuvre, que vous pouvez rapidement, là, je ne vais pas faire l'ensemble de vos recommandations, mais déjà certaines de recommandations, vous pouvez les réaliser rapidement et faire réaliser à votre haute direction le changement que vous avez réussi à faire et les bénéfices que ça procure. Vous allez avoir plus facilement l'endossement de votre haute direction. Ça va devenir clair, puis vous allez, en faisant ça, vous allez leur parler le langage d'une direction, d'une haute direction. C'est comme ça qu'ils pensent, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. C'est souvent comme ça qu'on leur présente des plans d'action par d'autres directions. Donc, vous faites simplement vous mettre au même niveau stratégique que les autres directions. Pierre, Luc, des commentaires?
Ben, en fait, cet outil-là est extrêmement flexible parce que ça permet de l'ajuster selon les dates, selon les budgets, selon les moments ou quoi que ce soit. L'idée, c'est de faire un outil qui permet d'avoir une vue d'ensemble du plan d'action à réaliser. On aurait pu rajouter des montants, comme tu le dis si bien, mais ça permet, après ça, quand tu te présentes en tant que communicateur à ton conseil d'administration, de dire voici l'exercice qu'on a fait, voici le travail qu'on a à faire au cours de l'an 1, de l'an 2, de l'an 3, ou au cours des 6 prochains mois, ou au cours de l'année, d'avoir une vue d'ensemble et de dire, OK, on comprend qu'il y a une chronologie dans les événements qui est important. Combien de fois, moi, j'ai vu des projets, des fois, où les gens disent, bon, ben là, on démarre, puis là, on se lance tête baissée, puis d'arriver chez un client, puis de dire, ouais, ben j'aimerais ça voir ton site Internet, qu'est-ce que c'est? Ouais, mais c'est parce que là, il est en construction, là, on n'a pas le temps. Là, aujourd'hui, on n'a pas la chance en communication. La compétition est mondiale. Il faut s'organiser pour être structuré et professionnel et bâtir une étape à la fois, mais de la bâtir de façon intelligente. Et quand on investit en marque, c'est ce qu'on fait. On essaie autant que possible de créer une hiérarchie dans les outils de communication pour que ça devienne beaucoup plus performant. Parce que souvent, moi je me dis, des fois c'est urgent de prendre son temps. Puis c'est urgent de faire l'exercice parce que encore récemment, un programme qui est unique au Québec dans le monde de l'éducation, l'institution qui donne le programme est en région. Et là, ils sont en panique parce qu'il manque d'étudiants. Fait que là, ils veulent des pubs, puis des pubs, wow, ça nous prend des pubs extraordinaires, il faut que les jeunes accrochent. Non, attends un petit peu là. Revenons à la base. Prenons le temps de regarder c'est quoi que vous avez à offrir. On a fait l'exercice des piliers de la marque pour le programme en question. On a fait l'exercice du parcours client. Mon client, mon jeune, là, mais en réalité, il se promène comment dans l'écosystème? Il est en contact avec qui? Ouais, OK, il ne faut pas juste que je parle à mon jeune, il faut que je parle à ses parents parce qu'ils sont des influenceurs. Il faut que je parle au conseiller en orientation, il faut que je parle à ses pairs. En faisant le plan d'action, on va le faire sur 3 ans. On a un problème avec la perception du domaine, on a un problème avec la méconnaissance du programme de formation. Les partenaires dans l'industrie sont prêts à nous aider, mais là, on ne peut pas tout faire en même temps. Fait que là, avec un plan d'action sur 3 ans, on a mis toutes les pièces du puzzle. Et là, au lieu d'être en panique pour septembre, à dépenser énormément d'argent à essayer de faire des concepts publicitaires pour parler des jeunes, on a véritablement mis en place une mécanique sur 3 ans qui va parler de toutes nos cibles parce qu'on a fait l'ensemble de l'exercice. Alors qu'on parle d'un programme de formation scolaire, que l'on parle d'une institution, que l'on parle d'une marque commerciale, qu'on parle de quoi que ce soit, la mécanique est toujours la même et arrive toujours au même résultat quand on prend le temps de faire chacun des exercices. Ben, et j'ajouterais à ça, je pense, Luc, que quelle que soit la taille de l'entreprise, qu'on soit 2 dans l'entreprise, qu'on soit 500, ça vaut la peine. Et les gens me disent, oui, mais moi, je n'ai pas les moyens de me payer ça. Mais par contre, as-tu les moyens de recommencer encore? Parce que ça n'a pas besoin d'être complexe, ça a besoin d'être intelligent et d'être réfléchi. Et c'est ce qu'on essaie de faire dans notre nano-programme. D'ailleurs, Christian, je t'invite à en parler peut-être de nos programmes. Alors, on vous a présenté, on va passer à la période de questions, là, mais vous avez eu un aperçu là, des outils qu'on donne aux gens qui s'inscrivent au nano-programme. Il n'est pas nécessaire de s'inscrire au nano-programme, là, mais on vous partage les outils. Et d'ailleurs, le webinaire est enregistré, donc vous aurez la possibilité de revoir plus en détail et mettre sur pause certains outils. Mais là, le message qu'on fait passer, c'est que si vous êtes toujours débordé, c'est probablement parce que vous êtes traités comme des techniciens. Et si vous êtes traités comme des techniciens, c'est peut-être aussi parce que vous agissez en technicien. Ça veut dire que la dimension stratégique, vous n'avez pas le temps de la mettre en évidence et c'est le seul moyen de sortir de cette spirale-là de l'impression d'être toujours en train d'éteindre des feux puis de prendre des commandes puis de les réaliser. Le seul moyen de sortir de cette spirale, en aviation, on dirait ce surdécrochage, c'est d'arriver à vous inscrire comme des stratèges. Je ne veux pas dire que vous allez faire que de la stratégie, mais il faut que vous mettiez en évidence cette dimension de stratège. Alors, on vous invite, pour ceux que ça intéresse, à regarder
la programmation là, du nanoprogramme que Pierre, Luc et moi donnons, là, qui va commencer en octobre. Vous pouvez vous informer, vous pouvez vous inscrire. Puis comme je dis, sinon, vous pouvez déjà utiliser certains des outils qu'on vous a proposés pour commencer déjà ce repositionnement, votre repositionnement dans l'organisation. Alors, on passerait maintenant à la période des questions, s'il y en a. Je ne sais pas si Isabelle, peut-être, peut nous dire si si on a reçu des questions. Oui, bonjour. Oui, nous avons reçu des questions. Entre autres, quelqu'un qui demande la façon dont l'on travaille peut-elle confirmer ou infirmer les 5 piliers de la marque? Dans le sens, la façon dont on travaille. On n'avait pas plus de précision, mais j'imagine que c'était par rapport à quand on analyse les piliers. Je pense. Ouais, en tout cas, je vous laisse répondre. Je pense que peut-être la question veut dire, est-ce que les piliers de la marque doivent se refléter jusque dans notre façon de travailler? C'est peut-être ça le sens de la question. Oui, parce qu'effectivement, à partir du moment où l'exercice est fait, d'ailleurs, si l'exercice n'est pas fait, on le constate beaucoup dans notre façon de travailler parce qu'on voit que c'est difficile d'avoir une cohérence, puis qu'on est toujours un peu à recommencer, puis à chaque fois qu'on veut faire une communication ou prendre une décision, c'est comme si on voulait réinventer les roues. Alors, si on sent qu'on est toujours dans ce mode-là, probablement c'est parce que l'exercice n'a pas été fait. Parce que quand l'exercice est fait et bien fait, toutes les actions, à peu près partout, deviennent très cohérentes, puis toutes s'imbriquent parce que, ben oui, on prend toujours les décisions en fonction de quelque chose de précis. Voici pourquoi j'existe, voici où je veux aller, voici comment je le fais, voici ce que je veux promettre aux gens. Quand c'est clair, ben, ça devient plus facile. C'est l'outil des piliers de la marque. D'abord, je fais le pari que l'immense majorité des communicateurs seraient incapables de remplir, de faire cet exercice-là en ayant déjà les réponses. Je fais le pari que la plupart vont devoir se poser la question, c'est bon, on ne le sait pas, donc il faut réussir à mettre quelque chose là-dessus. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est si vous n'avez jamais fait ça, et si vous avez été engagé par une organisation et on n'a jamais pris le temps de vous expliquer comment était structurée la marque, quelles étaient les valeurs de la marque, la promesse de la marque, etc., bien, en réalité, vos communications sont les communications d'une personnalité incohérente. Okay? Carrément. Ouais, c'est ce que j'appelle. Oui. Moi, c'est ce que je dis souvent. On tente à faire des espèces de crocopotames, c'est-à-dire une espèce d'hybride entre un hippopotame et un crocodile qui fait que là, ça tire dans tous les sens. C'est un exercice qui est difficile, c'est un exercice qui se fait, mais qui est extrêmement valorisant pour une organisation parce que ça met beaucoup de lumière après ça quand on veut travailler. C'est bien. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. J'ai, entre autres, quels sont les réels avantages d'utiliser les écosystèmes et les parcours clients pour une entreprise comme la mienne qui est dans le secteur des services? L'avantage de ça, c'est de propager une vision commune. Et ça a un certain avantage. Et ça permet, après ça, si je reprends l'exemple que j'avais, ça a permis à notre directeur autant d'expliquer au conseil d'administration qu'il avait un problème et qu'il avait trouvé la solution. Et ça a permis aussi à l'interne de pouvoir répartir le travail à toute l'équipe qui était là, qui étaient les gens qui étaient permanents. Et après ça, lui, de le libérer pour ses tâches. Et ça, c'est primordial. Et puis, on évite après ça, à chaque fois qu'on dit, bon, mais là, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça. Une minute, on va regarder pour voir notre écosystème. Est-ce que c'est la responsabilité de qui de faire ça? C'est ta responsabilité à toi? OK, tu t'en occupes, tu mènes ça à bien, puis après ça, tu viens nous revoir pour complice. Parce qu'on le sait que généralement, comme dans bien des entreprises, le lundi matin, c'est la réunion de production ou c'est le moment où on fait la synthèse pour préparer la semaine au complet. Et là, à ce moment-là, l'équipe permanente qui était là peut le faire. J'ajouterais à ça que la grande majorité, même l'immense majorité des entreprises de services sont comme les entreprises de produits. C'est-à-dire que dans la culture d'organisation, il y a cette croyance que l'important, c'est d'avoir un bon service, OK, ou un bon produit. Si notre produit est bon,
Si notre produit est le meilleur, ou encore si notre service, que ce soit un service d'avocat, un service comptable, si notre service, là, quand on l'évalue nous-mêmes, est vraiment parmi les meilleurs services, ben, ça va bien aller, les clients vont affluer. Et c'est totalement faux. Okay? Le monde est rempli d'entreprises qui ont fait faillite alors qu'elles avaient le meilleur produit et le meilleur service. Le parcours client, c'est une manière d'amener une organisation à comprendre l'importance de se regarder là, dans le miroir avec les lunettes, la vision du client. Le client Exactement. ne vous regarde pas comme vous vous regardez. Okay? Votre président directeur général est probablement convaincu qu'il a mis sur pied la plus grande organisation, la meilleure entreprise. Il a reçu des trophées, des prix. Tout le monde lui dit à quel point il est extraordinaire. Il est fier de ce qu'il a accompli, souvent à juste titre. Déjà, si vous vous intéressez à la façon dont les clients regardent votre organisation, ce n'est pas toujours la même vision qu'ils ont. Puis je vous dis, ce qui est plus important, c'est la vision du consommateur. C'est lui qui décide s'il achète ou pas. Alors, c'est la vision la plus importante et je termine là-dessus, là, c'est très difficile pour quelqu'un d'adopter la vision du consommateur. Les seuls qui sont capables de faire ça, puis encore, là, ça demande beaucoup de discipline, sont les communicateurs. Je le vois constamment et quotidiennement dans mon travail. Là. Les gens ont beaucoup de difficultés à accepter l'idée de se regarder du point de vue des consommateurs. Et c'est ce qui est le plus important. J'ai une question ici. D'ailleurs, on vous remercie de votre générosité et on demande la question suivante. Comme associé d'une PME en croissance, fusion, acquisition à venir, à terme du nanoprogramme, est-ce que ça me permettra de l'intégrer dans notre entreprise et pour le processus d'intégration de nouvelles acquisitions, fusions? Je vais juste bien comprendre le sens de la question. Pierre, vas-y. Ben moi, si je comprends la question, c'est que si pour lui, ça va être du concret, de passer dans ce nanoprogramme-là, c'est un des avantages du nanoprogramme qui a été mis au point, c'est que les gens arrivent avec une vraie problématique, qui diagnostiquent leur vraie problématique. Seul et en équipe, ils peuvent trouver des solutions, ils peuvent bâtir des solutions. Et ce qui est intéressant dans le premier nanoprogramme qu'on a eu, c'est qu'on avait des gens qui étaient dans des acabits complètement différents, des secteurs d'activité. Et c'était très enrichissant parce que ça permettait à quelqu'un qui était, exemple, dans l'entreprise gouvernementale, de se retourner vers un manufacturier ou d'être dans l'entreprise de service et partager des informations. Et on a créé une communauté par rapport à ça aussi, qui s'appelait les nanoteurs, qui peuvent leur permettre d'échanger. Et en travaillant en équipe, là, ça a été très bénéfique parce qu'ils ont dit, quand on va sortir de là, on va être capable de reproduire ça dans notre organisation et de la faire évoluer. Et s'ils veulent le confier à quelqu'un, ils pourront le confier à quelqu'un, mais au moins, ils auront une grille pour pouvoir travailler sur leur image, sur leur communication, plutôt que de se faire mener en bateau en disant, il vous faut ça absolument ou il vous faut ça absolument. C'est pas vrai, là. Je pense qu'il faut qu'on soit conscient de ce qu'on peut avoir, le potentiel de l'entreprise et tout. Alors, dans ce sens-là, je pense que oui, ça peut être intéressant. Oui, puis dans le contexte de fusion-acquisition, on le sait, la plupart du temps, la fusion-acquisition a été pensée prioritairement en termes économiques, financiers. Okay? Oui, voilà. Couverture de marché, nouvelles opportunités. Très bien, excellent. Mais on sait aussi que le principal problème, une fois que se fait la fusion, c'est un problème de culture. Okay? On réalise que ce sont des cultures complètement différentes, souvent des solitudes. Et puis là, on a la prétention d'avoir une marque parapluie autour là, qui va chapeauter ça. Et là, ce qui va arriver finalement, c'est que vous allez vous retrouver rapidement avec des entités qui n'ont pas la même culture, qui ne travaillent pas de la même façon. L'exercice qu'on vous propose, notamment à travers le nanoprogramme, c'est un exercice qui va vous permettre de faire cette intégration-là des nouvelles entités, de travailler avec ces entités-là et de prendre le temps de réaliser d'abord quels sont les piliers de la marque, ensuite de faire un exercice aussi, un audit des communications de l'organisation avec laquelle vous avez fusionné. Tout à fait. Échanger les meilleures pratiques. Ça peut fonctionner dans les deux sens, bien sûr. Et puis, après ça, établir vraiment un plan d'action pour éviter. Sinon, ce qui va arriver, c'est que vous allez penser que tout va se faire naturellement.
Okay? Un peu comme si vous adoptiez un enfant d'une autre culture, vous allez dire, ben, avec les années, il va finir par parler comme nous, il va parler québécois, il va avoir les mêmes référents et tout. C'est loin d'être garanti là, parce que ce n'est pas un enfant que vous adoptez, là, c'est un adulte qui vient déjà avec sa propre culture, puis il peut y avoir un choc très, très grand. La plupart du temps, quand il y a fusion-acquisition, parce que cet exercice-là, en termes de communication, n'a pas été fait, vous avez deux solitudes. Puis, dans le cas de fusion-acquisition, quand les piliers de la marque sont clairs, ça aide à prendre des décisions énormément. Puis aussi, ben, dans le cas d'une manufacturier que je parlais tantôt, il y avait énormément de fusions, d'acquisitions qui avaient été faites. En faisant l'exercice, en impliquant les gens dans l'exercice, on s'est rendu compte, et la direction est extrêmement épatée de voir qu'est-ce qui ressortait, parce qu'ils se rendaient compte qu'on était capable d'identifier quelque chose qui unissait tout le monde de façon qui était forte, parce qu'on avait creusé pour faire l'exercice. Ça a été très, 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 très utile dans le contexte de fusion-acquisition, faire le ménage dans le portefeuille de marque, etc., puis de raffermir tout ça, puis de ramener ça, que tout le monde se sente à l'aise à l'intérieur de la marque. Alors, puis évidemment, dans le nano-programme, étant donné qu'on travaille avec des cas réels, vous arrivez avec votre cas réel, on progresse dans le cas réel, bien évidemment, tous ces éléments-là, on trouve des solutions en cours de route. C'est intéressant de voir justement ce qui s'est passé avec les membres de la première cohorte. Ils ont eu plein de choses parce qu'ils ont parlé de tous ces outils-là, ils ont parlé de ça avec leurs confrères, avec leur direction, et ça a obligé tout le monde à se poser des questions à l'intérieur de leur organisation. Alors, dans bien des cas, la personne de communication revenait, ouais, ben là, j'ai impliqué mon DG, ma DG, etc. Puis ça nous a obligés à se poser des questions dans le bon angle. Et wow, ça nous a permis d'avancer de façon concrète là, pour l'ensemble de l'organisation. La méthodologie, les outils qu'on vous a présentés là, sont conçus là, pour être utilisés non seulement par des communicateurs, mais aussi des gens qui ne sont pas en communication, mais qui s'intéressent à la communication. D'ailleurs, dans la première cohorte, on a eu un des apprenants qui n'était pas un communicateur, mais qui comprenait l'importance de la communication, puis qui a suivi les programmes pour être en mesure de mieux travailler avec les communications, et puis je voudrais même mieux les orienter. Donc, ça aussi, ça peut être un bénéfice. Isabelle, je vois que le temps avance. Est-ce qu'on a le temps encore pour une question? C'est plus pour vous, si tu vas avoir le temps de conclure, mais sinon, je peux vous poser peut-être une dernière question Allons-y pour une dernière. Qui regroupe quelques-unes des questions que j'ai reçues. Quelle est la pertinence d'utiliser les mêmes outils au niveau des communications internes, parcours client versus parcours employé, dans l'objectif d'augmenter l'efficacité d'une équipe? Très pertinent parce que la première communication devra toujours se faire à l'interne. Il n'y a rien de pire que lorsque les gens à l'interne apprennent des choses sur leur entreprise en dernier. Oui, puis je voudrais aussi, si vous êtes en communication interne, là, il est particulièrement important là, que vous développiez vos pratiques là, dans le domaine du marketing relationnel, puis que l'intégration aussi des plateformes de communication. On voit par exemple que les entreprises qui intègrent des plateformes de communication comme SharePoint fait en sorte que tout d'un coup, la communication interne commence à perdre de son importance. On voit des organisations dans lesquelles les communicateurs à l'interne commencent à chercher du travail. Tout d'un coup, là, leur pertinence commence à diminuer dans l'organisation parce qu'on a beaucoup moins besoin d'eux. Rien que la communication interne, déjà, c'est un vaste chantier de travail, de débat et de conseil. Et l'avantage de travailler avec cette méthode-là, ça évite la dilution. Très rapidement, souvent dans les organisations, on a tendance à ce qu'il y ait des nouveaux qui arrivent, puis après ça, il y a des changements, puis là, c'est l'air du temps et tout au complet. Tandis que quand on utilise une méthode comme ça, on dit, ah, là, il y a une action à poser. Revoyons ce qu'on a fait comme travail pour voir si on est en lien avec nos objectifs, avec nos cibles, avec nos douleurs qu'on voulait régler. Alors, donc, souvent, il faut faire l'exercice parce qu'on se laisse emporter par le quotidien puis submerger par le travail. Mais il ne faut pas oublier qu'on travaille pour une organisation. Alors, il faut s'organiser pour que ce soit pertinent et performant. Parfait. Alors, bien voilà, à moins, si Isabelle, à moins que tu
Parce qu'il y a tellement de questions qui sont très, très intéressantes. Oui, on sait encore une demi-heure à répondre à tout ça. Peut-être qu'on aura l'occasion de répondre autrement aux gens inscrits au webinaire. Peut-être qu'on pourra inclure certaines questions-réponses en même temps que le lien de la diffusion. Donc, je vais vous laisser conclure parce qu'on s'était engagé pour 1 heure. Donc, je sais que tout le monde a des horaires très chargés. Alors, je vous remercie. Alors voilà, on vous remercie d'avoir participé. On remercie Luc et Pierre d'avoir participé à ce webinaire. Puis on remercie les gens d'avoir pris le temps là, d'écouter ce webinaire, d'avoir posé des questions. Encore une fois, on va rendre l'enregistrement disponible, ce qui va vous permettre de regarder plus en détail chacun des outils. Et en terminant, ceux qui s'intéressent, vous pouvez aller vous renseigner sur le nanoprogramme de devenir un meilleur décideur en communication fait par l'Université Laval, dans lequel on va mettre en application tous ces outils et quelques autres qui vont vous permettre donc de façon très concrète opérer une véritable transformation de vos communications et de vous repositionner comme un stratège au sein de votre organisation, un stratège en communication. Alors, merci beaucoup, merci tout le monde et puis merci. On vous souhaite une très belle fin de journée. Au revoir. Au revoir.